Salut mon pote, aujourd'hui on va parler de TDD. Ouais, ce truc que tu vois partout sur le web, dont tout le monde parle. Il y en a qui disent que c'est bien, il y en a qui disent que c'est pas bien, il y en a qui disent que c'est juste une hype. Moi j'ai eu envie de creuser un peu le sujet et je pense que j'ai trouvé le bon mentor pour ça. Donc si t'es chaud pour percer un petit peu ce sujet-là, alors t'es au bon endroit. Roulez! Du coup, si c'est la première fois que tu arrives ici, moi c'est Tony Go, je suis software engineer dans une boîte qui s'appelle Payfit. À côté de ça, je fais les vidéos que tu es en train de regarder, un peu de freelancing, de l'open source. Et sur cette chaîne, j'essaie de te raconter mon aventure dans la programmation. La règle classique, les deux madeleines, la verveine, ton paquet de chips, peu importe, tu t'installes confortablement, tu ouvres ton éditeur de code, tu peux cloner le repo que j'ai mis en description, et c'est tout de suite. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode de Let Me Hack Better. Aujourd'hui, on reçoit Lionel, qui est Yoda. Bienvenue Lionel, qui va nous parler d'un sujet que je vais le laisser introduire, puis il va aussi se présenter. Et ensuite, traditionnellement, je vous expliquerai ma rencontre avec Lionel et pourquoi c'était important pour moi qu'il vienne. Vas-y Lionel, à toi. Bonjour à tous, donc je m'appelle Lionel. Je vais vous parler aujourd'hui de TDD. Alors le TDD, c'est le Test Driven Development, donc je vais vous introduire ça un petit peu. En fait, moi je suis un enfant des années 80, donc j'ai appris à coder très très tôt, et du coup j'ai appris beaucoup tout seul au début, sur des livres, il n'y avait pas internet, et les ordinateurs, c'était déjà des choses qui étaient moins puissantes que nos téléphones actuels. Et quand après j'ai fait des études dans l'informatique, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai fait comme tout le monde, beaucoup de temps passé à débugger, beaucoup de maintenance, beaucoup de temps à chercher, à essayer de comprendre des algorithmes que des personnes qui n'étaient plus dans les entreprises avaient écrit avant moi. Donc un jour on m'a parlé de TDD, donc je me suis un peu intéressé à la question. Ça m'a tout de suite intéressé parce que je me suis dit, là il y a quelque chose. C'est un outil, c'est une méthode qui permet d'être plus serein, qui permet de tester ce qu'on fait, mais pas uniquement tester, ça nous apporte de la conception, ça nous apporte du design. On avait plein de livres de design pattern, de trucs comme ça, et on savait pas forcément comment les appliquer. Et le TDD, en fait, me montrait un peu la voie pour tout ça. Donc je me suis beaucoup intéressé au sujet, et je dois dire que au début, j'ai vraiment eu du mal, j'ai vraiment galéré, il y avait pas autant de ressources que maintenant. Et même j'ai tendance à dire que le pire code que j'ai écrit de ma carrière, de ma vie, c'est quand j'étais en train d'apprendre. Quand j'étais entre deux mondes en fait, le temps que mon esprit fasse le shift, ouais. J'osais pas le dire. Et en plus voilà, je me focalisais sur les tests, je savais pas, mais sans savoir vraiment comment découper, etc. Donc là justement, aujourd'hui on va essayer un petit peu de voir tout ça ensemble. Et voilà, moi je sais que ça fait 8 ans que j'y suis passé, voire même plus. Maintenant je fais plus rien sans, même le moindre algorithme que je dois écrire, même pour moi, même sur un bout de table, n'importe quoi, j'avoue que je fais toujours en TDD justement, pour la sérénité, pour tout ce que ça apporte, pour gagner du temps. C'est un vrai outil à mettre dans la boîte à outils des développeurs, quoi. Cool. Ouais, ça me parle et puis je vais faire la transition. Déjà, merci pour cette introduction-là. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu l'as vraiment vu comme un outil hors de tout le truc de la hype d'aujourd'hui. Parce que c'est un mot-clé qui revient souvent, dont on aime bien parler. Ça fait bien de dire qu'on fait du TDD. Et en dehors de ça, en fait, c'est un vrai aspect pratique. Et c'est intéressant avec ton parcours. Et ça me rappelle aussi ce que le premier invité du premier épisode de Let Me Hack Better, Olivier, m'avait dit. M'avait dit ouais, aujourd'hui tu as 1000 ressources. Moi quand j'ai commencé il y avait un livre. Du coup il y avait ce truc là où il fallait chercher, il fallait galérer, et ce qui fait que les gens de cette époque là entre guillemets ont ce genre de concept vraiment très ancré, etc. Et c'est pas juste du name dropping pour essayer de faire beau, etc. Et du coup je peux le confirmer d'autant plus parce que si je connais Lionel, c'est parce qu'en fait on travaille ensemble presque tous les jours. On travaille du coup au sein de Jetlong Platform chez Payfit, et on travaille aussi tous les deux en fait au sein d'une guilde qui s'appelle la guilde Quality. Au sein de Payfit, on essaie au niveau de toute la boîte d'essayer de repérer les équipes qui font un peu différents travaux sur la qualité. Et nous-mêmes on fait des refactos de code, on rajoute des tests souvent avec Lionel, et
Et c'est en voyant comment il bossait que je me suis dit, tiens, ce serait intéressant qu'il puisse partager un petit peu tout ce savoir-là. Combien de PR, je pense que depuis que tu es dans la boîte, je t'ai envoyé pour que tu revoies mes tests, tu me donnes des nouvelles approches, etc. Que ce soit en termes d'expressivité, de découpage. Et donc, du coup, moi, ça m'a apporté. Et donc, je suis sûr que vous aussi, ou toi aussi qui regarde la vidéo, ça peut t'apporter. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que je voulais que Lionel vienne. Je leur remercie d'être là. Et du coup, est-ce que je te laisse introduire le sujet, Lionel? Oui, tout à fait. Donc, on va faire un petit kata autour d'un calcul de prix, en fait, d'un calcul de panier dans un supermarché ou ce genre de choses. Ok. Et donc, il y a, voilà, ça va introduire, je pense, différentes choses. Je vois que tu as cloné le repo. Ouais, du coup, on vous met un lien en description si vous voulez suivre le kata en même temps que nous, donc sur le GitHub de Lionel, mais on vous met le lien dans la description. Vous avez juste à cloner le repo, faire un yarn, donc avoir yarn installé sur votre machine, mais je pense qu'in fine, un npm-i fonctionnera aussi si vous avez npm. Et ensuite, je pense que tout va se passer avec les tests, du coup, c'est un coup de yarn test ou npm run test. Et puis, voilà, vous pourrez suivre en même temps que nous dérouler. Donc, n'hésitez pas à mettre en pause et à revenir une fois que la session est prête. Yes, donc du coup, ici, on a un petit projet JS un projet de TypeScript, du coup. Ici, on part du TypeScript. Avec dedans un index JS, compute carte et des tests qu'on va voir juste à côté, j'imagine. Yes. Alors moi, si je peux donner un conseil déjà pour démarrer, c'est de n'ouvrir que le fichier de test. Ah. Déjà, tu vois, et une console, si tu as une console, et de lancer un yarn test .watch. Ok. Parce que là, en gros, si j'arrive à comprendre un peu là où tu veux nous emmener, c'est on part des tests qu'on va écrire. Et en fait, on va les laisser revenir à chaque fois. Et chaque fois qu'on rajoutera un test, on verra si ça casse quelque chose. Et quand on rajoutera quelque chose dans le code, on verra si ça fait passer quelque chose. Les tests en TDD nous servent vraiment aussi d'indicateur de complétion d'étapes, en fait, tu vois. Donc là, tout de suite, on les lance. Il faut toujours les lancer, de toute façon, avant d'essayer de coder. Et comme la première étape, c'est de travailler sur le test, c'est pour ça que je ne t'ai fait ouvrir que le fichier test. Dans un premier temps, c'est toujours pareil, on travaille que sur un seul test. Et le plus simple, que j'ai vaguement écrit, mais qui soulève plein de questions, donc on va y venir, c'est calculer un panier, le coût d'un panier dans lequel il n'y a rien, un panier vide. Et donc, le coût, en principe, devrait être de 0. Sauf si on applique d'autres choses dessus, mais voilà, là c'est pas le cas. Et donc l'avantage du TDD là, c'est que déjà, en fait, la première étape, c'est donc d'écrire un seul test, de faire en sorte que ce test plante, parce que sinon, il n'y a pas de code à écrire, et de commencer à formuler notre domaine, parce que tout de suite là, on est obligé de se projeter dans une approche orienté domaine, orienté business, orienté fonctionnel, quoi. Et donc de se poser des questions. Qu'est-ce que c'est un panier? Comment je calcule son coût? Comment je lui demande de calculer un coût, etc. Donc là, j'ai fait une ébauche de ce que pourrait être le premier test. Yes. Mais voilà, donc on a une fonction compute cart. Bon, c'est déjà un premier indicateur en fait, tu vois. Déjà là, j'ai fait une partie du travail, j'ai analysé une partie de la spec, on va dire, des besoins du kata en tout cas, et déjà on a fait émerger cette fonction compute cart, mais pour l'instant elle fait rien évidemment. C'est pour ça que elle sera une exception, elle sera une erreur. Mais qu'est-ce que c'est un panier vide? Qu'est-ce que c'est un panier? Tu vois, déjà, on est obligé de commencer à nommer les choses, à introduire du vocabulaire. Quand on travaille en domaine driven design, on appelle ça l'ubiquitous language. Donc, on est en train d'essayer de faire émerger ce vocabulaire qui est commun entre nos tests et notre fonctionnel, car notre test représente purement du fonctionnel, représente uniquement du comportement que doit avoir notre code, en fait.
Donc voilà, donc là, si je peux, enfin, pour démarrer, le mieux, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que c'est un panier? Et il y a plusieurs approches. Je te laisse choisir. Faut que tu bosses un peu aussi. Je te laisse choisir comment tu veux juste vraiment sur le test. Comment déjà il faut représenter, tu vois. Il y a cette fonction compute carte. Est-ce que ça te va? Est-ce que tu veux représenter les choses autrement? Il n'y a pas de souci. Et en tout cas, qu'est-ce que c'est un panier vide? Tu vois, qu'est-ce que ça va être un panier? Comment on lui dit? C'est vrai que j'étais assez surpris en voyant la première fonction, ce compute carte, comme ça, alors qu'elle est rattachée à rien du tout. Exactement. Moi, ce que je me serais attendu à voir, c'est une... Alors, je ne veux pas utiliser ce mot-là, mais une entité carte. Voilà, une entité carte, où je peux compute ce que j'ai dans mon carte, mais cette entité-là va être composée de propriétés. Je veux pas utiliser le mot classe en fait pour essayer de m'abstraire un maximum, mais ouais, ça, je pense que tu sais que c'est à ça que je pense. mais c'est ça, en fait, ce que moi j'aurais vu, c'était quelque chose un peu comme ça, et qui viendrait de un peu comme ça. Voilà, c'est tout de suite à ça que je pense. C'est peut-être un biais, l'autocomplétion un peu dégoûtante qui s'est fait, désolé. Mais ouais, c'est un truc comme ça que j'aurais vu. Et du coup, j'aurais eu certaines méthodes qui m'étaient exposées pour faire des opérations sur mon carte. Mais il faudrait déjà que j'ai un modèle pour représenter cette carte. Et donc, bon, ça pourrait être... En TS, en général, on utilise pas les classes, quoi. Ou alors, je pourrais avoir une suite de fonctions qui me permettent à chaque fois de créer un carte. Donc, de créer une interface carte en TS et d'en avoir une qui prend des propriétés d'un carte et qui va créer un carte, et une autre qui va prendre un carte en paramètres et par exemple un produit pour l'ajouter, etc. Une qui va prendre un carte en paramètres et un index dans la liste de produits pour le supprimer, etc. Enfin, avec si on veut le faire d'un point de vue fonctionnel, c'est l'autre approche. Mais je serais plus parti sur une classe. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Pour info, dans le repo, j'ai mis 2 branches. Une où j'ai testé une implémentation orientée plus objet, comme tu es en train de faire, et une où j'ai testé une implémentation un peu plus orientée fonctionnelle, sachant que je suis un peu moins bon en fonctionnel, donc l'implémentation est peut-être un peu moins bonne. Mais effectivement, moi aussi, c'est vrai qu'on a ce concept, on a cette notion de carte, de panier. C'est un concept, on a envie de le matérialiser. L'objet sert à ça, en principe, à matérialiser des concepts. Donc, je suis tout à fait pour. Alors, du coup, j'aurais joué comme ça, j'aurais importé ma classe plutôt carte qui viendrait de mon fichier index, et voilà, ouais. et du coup, j'aurais juste à faire ça pour être capable. Alors, je pourrais faire un new cart point. Ah non, je pense pas que je puisse faire ça. Non, j'aurais fait vraiment comme ça. Représenter mon carte, c'est assez expressif. J'ai instancié un carte et je compute ce qu'il y a dans le carte. Ouais. Bah, très bien. Alors, moi j'ai envie d'appuyer sur un truc là parce que on est en train de faire la première étape qui est pour moi la plus importante dans le TDD. C'est-à-dire qu'on est en train de jeter sur papier, je veux dire, d'écrire du code ou du pseudo-code en tout cas qui reflète de l'intention. Tu vois, on n'est pas du tout en train de se projeter sur comment on va implémenter les choses. On est en train d'essayer d'analyser fonctionnellement et de se projeter sur l'intention. L'avantage, c'est que on a encore dépensé 0 temps en dev. Et si, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on ne sait pas exactement ce que c'est un carte, ce que c'est un prix, ce que c'est... on n'a pas perdu de temps, tu vois. On n'a pas commencé à coder, on n'a pas... Voilà. Tout l'intérêt du TDD, il est là, c'est qu'on fail fast, quoi. C'est la phrase habituelle. C'est-à-dire qu'on se rend compte le plus tôt possible dans le processus de dev de tout ce qui peut nous manquer. Et bien entendu, notre but, c'est de développer quelque chose qui apporte, qui a un comportement, qui apporte de la valeur. Et là, on s'aperçoit que on n'a pas besoin d'écrire du code, on réfléchit juste, est-ce que j'appelle mon carte? Est-ce que, tu vois, on est en train de nommer les choses, est-ce que carte c'est bon? Est-ce que dans l'aspect, est-ce qu'avec les fonctionnels, est-ce que le langage l'appelle ça différemment? Voilà. On est juste en train de manipuler des concepts, du langage. Certes, on l'écrit sous forme de code. Donc, j'ai envie de dire, pour moi, on fait le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que, à la fois, on réfléchit un peu sur du design, vraiment, mais en même temps,
on est déjà en train de coder et bon, bah, on est tous un peu des geeks ou des machins. Et le clavier, ça nous démange rapidement. On a vite envie d'essayer de jeter des idées et tout ça. Et j'ai envie de dire, du coup, on arrive à avoir le meilleur des deux mondes en même temps, tu vois. Ouais, Et ça, c'est c'est très intéressant, ça. C'est intéressant. Ouais, donc du coup, ça va te forcer, au moment où tu écris ça, à repenser tous les concepts du coup hyper abstraits sans les implémentations et te questionner. Est-ce que ça questionne pas aussi notamment les interfaces, c'est-à-dire vraiment d'un point de vue utilisateur, le client qui va utiliser notre carte, qui va être un autre dev, qui va instancier ça dans dans son API, etc. Nous, on lui fait la logique métier, lui, par exemple, s'occuperait de faire les ajouts en base, etc. Il prendrait juste cette abstraction-là qui lui permet de faire ses opérations sur son carte. Donc ce serait lui notre client, quoi, l'autre dev d'à côté. C'est ça. On se posait la question, bah ouais, comment est-ce que ça va pas être chiant d'utiliser ça comme ça? Si pour initialiser ton carte, t'as 5 méthodes à appeler, il y a peut-être un truc qui est mal fait. Exactement. Et c'est un autre avantage aussi, c'est effectivement, tu vas designer ton API. Tu es vraiment dans le design de l'API, et du coup, ça t'apporte tout de suite, tu vois, comme tu l'as dit, tu vois s'il y a des choses qui vont pas, et en fait, je dirais certainement plusieurs fois, mais le TDD, ça n'a jamais rien de magique, c'est-à-dire que c'est une méthode de travail qui est là pour te guider. Et en fait, elle peut pas faire les choses, ça va rien faire à ta place, au contraire, ça va te forcer, toi, à te poser les questions. Et tu vois, typiquement, tu te dis, ah mince, attends, mais mon objet, il est trop difficile à construire. Ça va pas t'aider à résoudre ton problème, mais ça va te le montrer. Et du coup, c'est à toi après d'avoir tes réflexions d'ingénieur, enfin de développeur et tout ça, tu vois, pour savoir comment résoudre ces trucs-là. Mais en tout cas, tu as des sonnettes d'alarme qui vont s'activer dans ta tête en te disant, attends, là j'ai un problème, ça c'est trop complexe, ça non, etc. Ouais, c'est vachement intéressant. et du coup, ça me fait penser à un autre concept, et puis après on va peut-être démarrer, mais c'est le concept de black box en fait. Exactement. Pour l'instant, et j'avais déjà fait, du coup, je vous mettrai un lien vers une autre vidéo où je parlais justement. Alors, je faisais pas de TDD pour le coup, j'essayais juste de se dire, quand tu es dans une application, quels sont les 2-3 concepts que tu peux utiliser quand t'as pas beaucoup de temps pour tester parce qu'on te met le rush, mais qu'il faut quand même aller tester tout ce qui est critical path. Et j'avais parlé de ce concept de black box, de se mettre à une couche assez haut, notamment sur des components front par exemple, et de pas s'occuper de ce que le state ou les props font, mais juste de ce que le component va rendre, et ni plus ni moins. Tu appelles quelque chose et tu attends que quelque chose se passe et tu te concentres juste sur ça. Et ce qui fait que si un jour tu changes ton implème, bah, techniquement tes tests ils te garantissent que le contrat est toujours. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que vraiment, dans l'étape où on écrit le test, on est vraiment en train de penser à vraiment du fonctionnel. Parce que ce qu'on veut tester, c'est un comportement métier et pas du tout de l'implémentation, pas du tout du technique. On est en train de créer, là on crée un objet, on lui passe ce qu'on appelle un message, on appelle une méthode dessus, et du coup on attend un résultat, quoi. Et on n'est absolument pas en train de se projeter sur de l'implémentation et tout ça. Si on pourra et c'est ça la grosse force, c'est qu'on pourra refactor à l'infini sans avoir besoin de changer les tests, quoi. Là si tu sauvegardes, du coup les tests en principe en bas devraient se lancer tout seuls. Ça devrait planter encore plus qu'avant. Ouais. Puisqu'effectivement, très bien. Donc là, on entre dans la deuxième phase. On y va, du coup, on ouvre le fichier. Voilà, tu peux ouvrir le fichier et en principe, tu n'as plus besoin de voir ton test parce que tu sais quel est le cas que tu dois résoudre. Et j'insiste bien sur le cas parce qu'on a écrit un seul test, c'est tout à fait volontaire, on n'en écrit qu'un à la fois. Et le but là maintenant, c'est effectivement de faire passer ce test du rouge au vert, le fameux red-green dont on parle souvent. On en parle au boulot, mais tu pourras oui, dans la littérature, enfin dans les vidéos et tout ça, on parle beaucoup de cette méthode Red Green Refactor parce que c'est vraiment les 3 étapes clés du TDD. Et effectivement, d'abord, on écrit le test, on fait en sorte que ce soit un test qui plante, mais on n'écrit qu'un seul test avec le minimum de choses. Et ensuite, on fait passer ce test. Donc vas-y, je te laisse voir comment tu fais passer ce test le plus simplement possible. C'est toujours pareil, tu ne dois écrire toujours que le strict minimum pour faire en sorte que ton test passe du rouge au vert. Ok. Ça, c'est la règle ultime. Non. Oh, j'ai trop loin déjà. Bah ouais, on n'a pas de notion d'items dans notre D'accord, test. donc je suis. Faut vraiment juste que ton test passe. Tu te laisses vraiment guider par tes tests. Ouais. Je vois un peu ce que tu veux maintenant en fait.
Donc c'est très limite un truc si violent que ça, quoi. Exactement. Faut vraiment se laisser guider au maximum par tes tests. C'est tout l'enjeu du driven. On n'est pas en train de faire du test first, tu vois, où on se dit on valide notre implémentation. On est en train de faire du TDD où on guide notre développement. Le but, c'est qu'à la fin, la structure du code qui émerge, enfin la structure du code qu'on aura émergé justement par nos besoins en fait. Tout le code qu'on écrit est testé et on est sûr qu'on a testé tout ce qu'on voulait que fasse la classe, quoi. Si jamais on change quelque chose, il faut que ça plante quelque part. Soit il y a un test qui passe plus, soit... Enfin, voilà. Alors après, ouais. Donc là, pour moi, de mon point de vue, tu as fait passer du rouge au vert, tu as répondu au premier test, maintenant on a fait passer le green, maintenant on se pose la question du refactor. Est-ce que je peux rendre mon code plus simple, plus lisible que ce qu'il est maintenant? A priori, je ne pense pas qu'on puisse faire plus simple que ce que tu as écrit là. Ah oui, d'accord. Tu vois? Mais ok. Limite même la ligne 2, là, je suis pas sûr que tu aies besoin de déclarer le constructeur, je sais plus en TypeScript. J'ai eu un doute, mais c'est parce que je savais que... Non, je voyais dire rien. Voilà. Un refactor, du coup. Voilà, on a refactor, on a fait le code le plus propre possible. Pourquoi on fait ça? Parce que là, si tu t'arrêtes, si tu te dis, bon, bah, j'ai terminé, le but de mon panier, le besoin métier de mon panier, c'était d'être un panier vide et qui vaut 0. C'est bon, t'as fait pile le code nécessaire. Tu vois, t'as rien fait en avance, t'as pas complexifié plus que nécessaire. Ok. Alors, bien entendu, comme toujours, dans ce genre de cas, ça paraît complètement aberrant, ce qu'on est en train de faire. Maintenant, c'est pour montrer la méthode, bien entendu, comme toujours. Là, on est sur un cas beaucoup trop simple pour se dire qu'on s'arrête là, mais voilà, la méthode, elle est là, en fait. Elle est vraiment de se dire, j'écris le cas de test le plus simple pour que ça plante, enfin, pour que le test ne passe pas, quoi. J'écris le code qui va bien le plus simplement possible pour aller très vite, pour vérifier, pour faire passer mon test. Et vraiment, quand je dis de faire le code le plus simple, c'est même de faire le code le plus sale s'il faut, tu vois. T'as besoin de... je vois bien. T'as besoin de faire des... T'as besoin... C'est pas grave. L'idée, c'est d'aller très vite pour valider. T'as une solution en tête, tu te dis, je pense qu'il faut l'implémenter comme ça. Tu le fais le plus simplement possible, le plus rapidement possible. Parce que de toute façon, après, t'as la phase de refactor. Tu vas pas l'oublier, elle fait partie du processus, elle fait partie du cycle, donc il n'y a pas de problème. Là, l'enjeu, c'est de valider très vite une solution. On est toujours dans le fail fast. Ça sert à rien de passer 3 quarts d'heure à faire du code propre si à la fin ça marche pas. Nice. Vaut mieux faire un code qui marche et ensuite le transformer en quelque chose de propre. Voilà. Là, j'en profitais de ce premier cas juste pour présenter la méthode globalement. Maintenant, on va pouvoir dérouler le cycle, je pense, un peu plus rapidement, tu vois. Cool. De mon point de vue, on a écrit le premier test, on l'a résolu, on a refactoré. On peut passer au deuxième test, qui est de se dire maintenant, je reprends mon énoncé. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un panier dans lequel, par exemple, on met je vais penser à des stylos, des stylos qui valent 75 centimes. Quand j'en ajoute un, quand j'en ajoute des... À toi de voir. Ça, c'est la Trop cool. Je te dis, il y a des stylos qui valent 75 centimes, Il faut les ajouter. des canettes de soda qui valent 1,50 € et des pommes de terre, des patates, qui valent 1,80 €, enfin 1 $ ou 1 € comme vous voulez, 1,99 €, pardon, le kilo. Ok. Tu vois, donc voilà. Moi, je te conseille, on part toujours sur le test le plus simple pour complexifier un peu. Donc, ok, on ajoute des stylos, ou des stylos, c'est toi qui vois. J'essaie de me fixer un peu à ton truc en me disant, ce qu'on va voir, c'est que unitairement, on peut ajouter quelque chose au panier, et que du coup, quand je vais refaire un compute card derrière, je vais avoir un nouveau prix, qui sera de 75 centimes si j'en ai ajouté un. Et ce qu'on teste, c'est juste ce cas-là d'abord. Ok. Ça te va? Ok. Ah ouais. Vas-y, écris le test, après on en discute de toute façon. Écris le test tel que J'ai une autocomplétion très étrange. Oui. Carte égale new carte. Ensuite, je vais faire
carte. Point. Add pen. Alors, ce qui est juste, ce qui est drôle, c'est que là, ça me fait soulever plein de questions, genre, est-ce que notre pen, c'est un objet, est-ce qu'on va le stocker? Tu vois, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées de ça, donc je vais... je me pose la question de est-ce que c'est l'item qui doit contenir le prix? Voilà. Et du coup, le carte, il est agnostique de cette idée-là. C'est plus comme ça que je l'aurais fait, pour séparer. Fais comme tu le pressens. Ok. Ça sert à ça. On est dans cette phase où on jette des idées, on écrit, on essaye, on voit ce qui marche. Comme tu disais, on design notre API, donc on voit ce qui marche pas. Donc vas-y, il n'y a pas de... Et du coup, là, je vais faire ça. Ok. En gros, mon carte, lui, c'est pour moi une entité qui est agnostique de ce qu'elle a dedans. Elle retient des choses. Elle est capable, du coup, de dire bah, j'ai tant d'items, d'aller compute des prix, d'itérer sur ces items, de dire voilà, là, j'ai tout ça. Par contre, que tu lui mettes des pennes ou des carottes ou des choux ou des MacBook RM1 super beau, super sympa, il s'en fout complètement le panier. Voilà. J'aurais séparé, comme tu parlais de domaine driven tout à l'heure, j'aurais ces deux domaines-là qui seraient séparés. Alors du coup, la réflexion qui me vient là en voyant ce test, le code de ce test, c'est pourquoi ça fait 0,75. À quel moment par rapport à ce que je vois dans le test, à quel moment je sais que ça va faire 0,75? Quel est l'effet de bord, si tu veux? Parce que comme c'est pas explicite, quel est l'effet de bord qui fait que je me dis ah mais attends. Alors ça aurait été un truc comme ça quoi. Ouais. Alors il y a un stylo dont je donne le prix, je déclare un stylo avec un prix. Du coup, je passe ce stylo à mon carte et mon carte, comme il a son item avec un prix. Alors peut-être que du coup il y aurait une interface produit, tu vois, je vais peut-être trop loin, c'est pour ça que j'ai peur de. Tu peux pas aller trop loin là, on n'est pas en train d'écrire du code, tu vois. Okay. On est vraiment en train de se projeter. Ouais, bah du coup ce serait que. Ouais. C'est que j'ai une classe produit, mais qui est une vraie interface abstraction qui n'est jamais instanciée. Ouais. Mais ma classe pen implémente cet abstract-là, ou implémente cette interface-là, ou extend cette classe produit. Et donc elle doit respecter certaines contraintes. Et le minimum de contraintes, ce serait le prix, par exemple. La seule peut-être contrainte qui serait commun à tout un produit, c'est d'avoir un prix. Dans un cas comme celui-ci, il y a peut-être les codes barres, il y a peut-être tout un tas de choses, le poids, ou des choses qui sont... J'imagine que nous, on va rester simple. Donc, on va quand même faire des trucs. Alors, c'est tout à fait valide. Et par contre, du coup, le nom du test, pour moi, a un souci. C'est-à-dire que, ok, dans ton test, tu dis je vais ajouter un stylo, un pen. Par contre, ce que tu fais sur ton panier, c'est que tu ajoutes un item. Il crée une fonction, une méthode, pardon, qui s'appelle addItem. Et en fait, du coup, le nom de ton test, pour moi, t'es pas en train de tester que tu ajoutes un stylo. C'est pas ça qu'on a en jeu. Là, tu es en train de tester que tu ajoutes un objet, un panier, un item, et que du coup, le prix final de ton panier, c'est le prix de ton item. Exactement. Okay. Voilà. Est-ce que c'est pas trop générique? Non, ça va. Eh ben, en fait, le but du nom du test, c'est d'être générique. L'implémentation, t'es obligé forcément de choisir des choses un peu concrètes, mais le nom lui-même, ce que tu es en train de tester, en fait, c'est ça. Si tu changes le test en mettant autre chose qu'un stylo, ça va marcher pareil. Le fait que ce soit un stylo, c'est un détail. Ok. Petite question. Est-ce que dans ton refactor, tu inclus le refactor des tests ou pas? Alors en principe, moi non. Alors il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs façons de faire. Il y a toujours un moment donné où effectivement tu reviens un peu sur des tests que tu as fait avant et que tu vas refactorer tout ça.
Mais pour moi, la partie où tu écris le test, tu essayes d'écrire le test le plus à fond possible, quoi. Ah, bah ça, c'est bien ça. J'ai pas eu le temps de le dire. Ouais, tu sais, je te l'avais dit, ça, je parle aussi à ma petite audience, ma petite communauté. J'ai fait pas mal de Swift ces derniers temps et dans les cours où j'ai fait du Swift, le gars il nous a reparlé justement des TDD, de Red Green Refactor. Et il faisait d'abord le refactor des tests, ensuite le refactor du code. D'accord. Dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est que si tu refactores, si tu as besoin de refactorer le test et le code, faut bien faire l'un, tester que ça fonctionne toujours, et puis l'autre. Et puis l'autre, et refaire tourner les tests. Oui. Voilà, parce que sinon, c'est sûr que si tu modifies les deux en même temps, tu sais plus ce que tu fais en fait. Yes. On ne peut plus d'accord. Ça commence à ressembler à quelque chose selon toi du coup? Oui, bah, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors il y a deux questions qui se posent. C'est non, il n'y a pas deux questions qui se posent en fait. Il y en a qu'une. Il y a la méthode add-item qu'il va falloir créer dans l'objet. Donc ça, très bien. On a fait évoluer notre modèle en fait. On rajoute un truc dessus, très bien. Par contre, ce pen, d'où est-ce que tu le sors? Non, mais... D'où est-ce que tu t'es cru pour sortir ce truc-là? Non, pas dans ce sens-là. Dans ce sens, je plaisante. Est-ce que c'est... Tu vois, tu m'as parlé, il y a une interface produit qui a un prix. Effectivement. Ouais. On est en train de se dire, en analysant le spec, on se dit, avec nos réflexes de développeurs, c'est normal, on se dit, il y a une interface produit, etc. Le kart, comme tu l'as dit, il est agnostique du fait que ce soit un pen, que ce soit autre chose. Il va recevoir un produit. Ça, c'est très bien. Pour moi, là, on est... Mais du coup, l'objet pen que tu as instancié, est-ce que... Comment... Mais c'est compliqué parce que... Est-ce que ta question que tu as envie de poser, c'est qu'est-ce qu'il fait dans ce test-là? Non, c'est pas forcément ça. C'est ce test-là, d'où il le sort. En fait, il y a une vraie question derrière. C'est-à-dire que si tu te dis, j'ai des stylos, évidemment, c'est mon énoncé, il me dit j'ai des pens, très bien. Si tu te dis, j'importe ça va être une classe, donc si j'importe la classe pen dans mon test, si je fais ça, est-ce que si plus tard mon objet pen évolue, est-ce que ce serait normal qu'il fasse planter les tests de mon carte? Oui, bah oui. Tu vois? On est en test unitaire là. On se dit, bon... Tu as un effet de bord méchant. Tu peux avoir un effet de bord. Ah, j'avoue qu'attends, c'est pas forcé. Et vraiment, là, c'est quelque chose... J'avoue que j'arrive pas à visualiser le truc parce que je me dis moi, que... ce que je te conseille, c'est de créer dans ce fichier de test ta classe pen. C'est bleu. Ah. C'est bleu ça. C'est bleu Zaki? Faut pas y toucher. C'est rouge déjà. C'est rouge. Vous avez déjà vu Zaki apparaître dans certaines vidéos, du coup il apparaît. Tu peux me laisser mon Didi parce que je fais quelque chose là. Tu peux aller voir maman? Essentiel. Maman, tu peux venir chercher Zaki? Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Maman, la voiture. C'est les joies du dev le soir après le boulot, hein Lionel? Eh oui. Enfin, moi j'ai pas d'enfant. Sacré Zaki, c'est la mascotte. Alors c'est trop cool ce que tu dis en fait. C'est-à-dire qu'en fait, comme de toute façon notre code devrait être agnostique anyway de ce qu'on met dedans, ici j'ai créé un pen parce que tu m'as dit pen, mais si j'avais créé même un truc qui n'est pas dans la spec, on s'en fiche, in fine. Tout à fait. Après, comme le but c'est coller au maximum quand même aux mots de ta spec, enfin au langage. Ouais, bien sûr. Spec, c'est pour ça que je l'ai cité. On a des stylos et on a des canettes de soda qui marchent de la même façon. C'est tant l'unité quoi. Classe pen, son constructeur va prendre un price. En JS, on se casse pas la tête, c'est number. Je crois que t'as écrit print. Oui, en hommage au chat. Et qui du coup, je pense que je vais faire. Ah non, tu vas me dire que je suis obligé de créer la. Je suis obligé de faire ça. Non. Oui, mais enfin, tu peux le mettre dans le constructeur. Et la dédure, ah oui, c'est vrai.
Comme j'ai fait beaucoup Enfin, ça de- revient au même, hein. C'est juste qu'en TypeScript, Ouais. c'est plus idiomatique de. Même pas. Tu fais private read only sur le nom du champ dans le constructeur. Ok. Ah oui, tu as raison. Ouais, mais ouais, voilà. C'est Ok, j'avais- ça de jongler avec plein de langages, de faire du Rust à tes heures perdues et tout ça. Après, Faire du Rust, du Swift Et oui. et bien sûr, j'ai pas présenté mon dernier copain encore aux gens, mais voilà. qu'est-ce que c'est? Ah bah oui. Ok, même. Alors là, c'est du ML, mais oui, je cherche les problèmes indéfiniment. Je ne veux pas. Oh, avec Du le coup- Rust, c'est très proche du ML. Hein. Bah, il y a C'est des choses, ouais, des Mm. choses qui reviennent. Ouais. Et on l'a vu avec Jiboy, justement. Donc, on vous met le lien de la vidéo précédente aussi, juste en haut. Constructeur, du coup, et du coup, j'ai rien d'autre à faire, c'est ça? Exactement. J'ai rien à écrire dans le constructeur. Ça va. Mais non. Je pense l'avoir lu, mais. Ouais, Ah. non, mais enfin, encore une fois, c'est toujours pareil, selon les langages et tout ça. Yes. Moi, je te conseille de le sortir du test lui-même. Ah oui, parce qu'on va sûrement le réutiliser. Bah, déjà, tu risques probablement de le réutiliser. Et de toute façon, c'est pas forcément pertinent à la lecture du test lui-même. Donc, T'as raison. faut toujours essayer de garder à l'esprit que le test, il doit être le plus court possible. Dans une de mes anciennes boîtes, on disait un test, ça fait 3 lignes. Tu déclares tes trucs, tu lances ton action et tu vérifies. Ouais, c'est pas le truc. Then. Ah non, attends. Ouais, when then, given, When- then, when then. When given, then, ouais, c'est ça. Et justement, dans le cours de Swift que j'avais fait, on utilisait aussi ce Voilà. truc-là dans le monde des tests. Ok. Là, pour moi, on est pas mal. Du coup, si je fais ça, c'est la catastrophe. Et ça tombe bien. Parce que là, si ça passait, il y aurait eu de quoi s'inquiéter. Alors, je dis La ça, mais vache. j'ai toujours une anecdote marrante, enfin marrante ou pas marrante à ce niveau-là. C'est que c'est ce qui m'est arrivé une fois dans un dev où j'ai écrit un test. Je l'ai pas lancé parce que je me suis dit bon maintenant faut que je code et puis bon voilà j'ai pas lancé le test et j'ai commencé à coder et j'ai passé 10 minutes, le test passait toujours pas, je me disais bon c'est pas grave, j'y suis presque, il me manque pas grand chose. 20 minutes, le test passait toujours pas. J'ai passé 3 quarts d'heure, le test passait toujours pas. Je me disais, voilà, je comprends. J'avais tout modifié, tout mon fichier. J'ai fait, bon, là, je comprends plus rien. Donc, je suis revenu à l'étape d'avant, là où j'avais rien modifié, j'avais rien codé. Et mon test passait. Et sans que j'y touche. En fait, il y avait un effet de bord à un endroit donné que je ne voyais pas, qui faisait que le test passait déjà. Et le fait que je code, bah, ça avait cassé cet effet de bord. Voilà. Donc, toujours lancer les tests avant, c'est très important. Et on a tendance parfois à l'apprendre à la dure. Ok, cool. Du coup, on peut passer de l'autre côté, j'imagine. Yes, tout à fait. Donc cette fois-ci, j'ai une méthode. Je pars de l'interface toujours. Pas d'item. Alors, c'est là où ça va se corser pour moi. Mais tout de suite, voilà, c'est tout de suite que ça se corse, cher ami. Quelle est l'interface de ça? Un type of product qui n'existe pas encore, donc j'imagine qu'on doit peut-être avoir une interface. Ouais, de quoi tu as besoin là? D'un type. Ouais, mais d'un type qui contient quoi? Un prix. Vas-y, écris juste ça en TypeScript, tu fais 2 points, accolade, price, number. Pour l'instant, c'est tout ce dont tu as besoin pour que ça compile. Et j'ai aussi besoin maintenant du coup. Alors si je faisais le fou, mais genre le foufou de chez foufou. Non, je sais pas si je peux faire ça. Bon, j'ai l'impression que je suis obligé de passer par la propriété items là, j'ai plus trop le choix. Ben. Tu penses que non? Pas forcément. T'as besoin de savoir quoi. Le but de ton test, c'est que ça retourne. Quand tu mets un objet, un item dans ton panier, faut que ça retourne le prix de cet objet. Ok. T'as pas besoin de stocker l'objet. Non, mais sauf que j'appelle d'abord cette méthode et ensuite cette méthode. Oui. Donc il faut bien qu'il y ait un. Faut bien que tu stockes quelque chose, ça c'est sûr. Ah, donc tu veux dire que peut-être si je suis pas obligé de stocker un item, mais je peux avoir
un price. Je sais pas comment on pourrait l'appeler, c'est total price ou je sais pas comment on est dans le language, comment tu l'auras appelé. Dans le language, on appelait ça le cost. Le cost, oui, c'est Le vrai. coût du panier. Cost number. Alors, je pense qu'avec l'inférence de type, j'avais pas besoin de mettre number. Et du coup, ce qu'il faut, c'est que tu fais un price, un cost, pardon, égal item price et alors c'est 10.cost déjà. Hop. Ah oui, bien vu. Et ici, tu retournes 10 at cost. Après, tout un tas de... Ouais, du coup, ça marche. Pour être pointilleux, parce que j'aime bien être pointilleux, il y a même un truc que tu as fait en trop, c'est que tu as mis plus égal alors qu'un simple égal aurait suffi en fait. Ah oui, tu vas si loin que ça. Je Alors, le laisse ou... Oui. Non, laisse-le, parce qu'on sait que de toute façon, on va le modifier juste après, il n'y a pas de souci. Mais si jamais, enfin, dans l'absolu, c'est vrai que là, pour répondre à ce besoin-là, on a juste à faire égal à cet endroit-là. Et maintenant, du coup, on part sur le même principe que tout à l'heure, on n'a pas besoin de refactor. Alors, ça, c'est à nous de voir. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qu'on peut refactorer? Moi, c'est toujours ça qui m'embêterait, ou pire. Mais Eh ben, vas-y. Si tu penses... oui, tout à fait, ça fait partie du process, il n'y a pas de souci. Yes. Alors honnêtement, je joue pas assez avec les types, mais j'imagine que en fait, on pourrait créer, je crois, en TypeScript, ça s'appelle les abstracts, qui pourraient être ensuite implémentés par une classe, et la classe devrait plutôt se conformer à ce qu'on appelle l'abstract, et du coup, mais j'ai pas assez bossé tout ce qui est... Ouais, mais c'est pareil, tu peux faire une interface. Tu peux le faire aussi avec une interface. Ouais, tout à fait. L'abstract, souvent, c'est utilisé parce que tu vas implémenter du comportement par défaut ou des choses comme ça. Tu vois, là, on est juste sur l'implémentation, voilà, de champs et de méthodes. Donc, très bien. Okay. Alors, moi, je vous pose une question. Tu es dans une méthode qui s'appelle addItem. Et ton item est un product. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il n'y a pas deux... Est-ce qu'on n'est pas en train de faire émerger deux mots pour la même chose? Oui, c'est soit on parle d'item, soit on parle de produit. Voilà, j'ai l'impression que du point de vue du panier, on n'a pas besoin de savoir que c'est des products. Les products, c'est peut-être autre chose dans notre domaine. Et oui, donc du coup, comme là-bas je suis resté en mode item, ce qu'il faudrait, c'est plus que... J'appelle ça comme ça. Très bien. Les tests passent. Les tests passent, par contre, j'ai l'impression que tu as une erreur de compilation sur le test lui-même. Ah bon? Il semblait... Retourne sur le fichier de test. Il soulignait en rouge le pen, il le souligne. Ouais, parce que c'est... En fait, c'est là où du coup... Ah oui. J'aurais voulu faire un truc du type item. Bien sûr, je ne l'ai pas exporté de l'autre côté. Et pourquoi il dit ça? Parce que ici il est read-only, je pense, et de l'autre côté, enfin il est private et tout ça. Ouais. Il suffit peut-être de rajouter. Je sais pas si ça marche, je connais pas assez. Je me souviens plus. Ah, tu peux pas le faire peut-être dans une interface. Non, private, tu peux pas le mettre sur une interface, mais si tu mets read-only par exemple, je pense que ça tu peux peut-être. Voilà. Et du coup, tu vires le private de l'autre côté, je pense qu'il devrait être content. Surtout qu'il faut pas que ce soit privé, puisque du coup, notre panier y accède, donc... Cool. Donc, qu'est-ce que c'était le test suivant, à ton avis? Alors,
Bon, on n'est pas en JS, si on avait été en JS sans typage, je t'aurais dit de tester que si tu balances un truc qui n'a pas de prix, tu te fais jeter. Mais j'ai l'impression que dans notre cas, avec tout le typage et tout, ça porte un peu moins son intérêt. Puis développeur du réflexe développeur JS. Alors, je sais pas ce que ça pourrait être de supprimer un produit. Je t'ai pas allé jusque-là. Faut pas aller jusque-là. Pas aller jusque-là dans mon énoncé. Non, après, moi, ce que je te conseille, c'est soit on met 2 items, ou X, quoi, disons, plusieurs items, avec différents prix, par exemple, et on voit ce que ça donne. Okay. Et on voit faut que ça vaille l'addition de tout ce qu'on a mis dedans. Okay. Donc par exemple, on veut mettre 2 stylos à 75 centimes et 3 canettes de soda à 1,50€ l'une. Un truc comme ça. Ou 2 trucs, enfin voilà. Lorsque j'ajoute 2 items, le résultat du cost, je vais marquer cost be the sum of both. C'est sum SUM en anglais, la somme. Parce que j'ai fait du Rust aussi. Il y avait des sums, n'importe quoi. Merci beaucoup. Hop là, je me fourvoie. Ouais. En fait, il faut savoir que là, j'ai branché mon clavier avec le câble. Et donc, j'ai les touches qui sont dans le bon ordre. Dès que je suis en Bluetooth, il inverse du coup la arrobase dièse avec les 2 chevrons. Et donc, je passe d'un switch à l'autre. Il faut absolument que je règle ça. J'ai trop laissé de temps vacant à ce problème-là. Alors, comme on est des feignants, on va reprendre une petite base. Tac. Tout à fait. Donc j'ai un nouveau car, et j'ai un nouveau pen. Alors j'ai envie de le faire crado. Bah vas-y. Et on en reparle, ok? Bien sûr, c'est toujours ça. D'abord on écrit ce qu'on a en tête et puis on regarde ce que ça donne. Oh. Hop là. Tac, 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 tac. Ah, boum. Boum. En tout cas, je me serais pensé à, en fait, si tu veux créer un tableau de peine avec les 2 peines, et puis itérer sur le tableau, faire des ajouts, et ensuite itérer sur le tableau ici pour récupérer le prix. Je trouve que c'est pas beaucoup moins bien de faire comme ça, en fait. Voilà, là c'est la question qui se pose, en fait, c'est... Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est en train de se projeter à comment la personne qui va utiliser le code, ça va lui être le plus pratique possible. Sachant que dans un cas sur 2, la personne qui va l'utiliser, c'est nous dans 2 semaines, et donc autant se rendre service. Mais du coup... voilà, c'est un truc tout de suite. Du coup. De quoi? Ça me fait penser tout de suite à autre chose. Ouais, vas-y. Ça aurait été un truc comme ça. Ouais. Bah peut-être, vas-y. Du coup, et du coup, j'aurais une deuxième méthode. Quand tu ajoutes un item, soit tu sais qu'on va sélectionner 4 d'un coup dans un cas, je ne sais pas lequel. Et du coup, tu aurais ça. Et du coup, tu aurais ça. Tu passes un tableau. Et à la fin, bah, du coup, par contre, tu fais un compute carte et ça, c'est la somme des 2. Et... Ça, c'est très bien. Voilà. Alors, par contre, les 2 ayant le même prix, est-ce que c'est utile de déclarer... Enfin, tu as mis les 2 valeurs en le même prix, les 2 prix ont sont le même nombre. Yes. Ça permettra aussi de bien tester que... Du coup, là, moi, j'ai même envie de te dire, vu que... Enfin, là, on a... Ah oui, non, des stylos... Oui, non, remarque, très bien. Non, j'allais dire une bêtise, tu vois. Ok. T'as 2 stylos différents, ils ont des prix différents, je les ajoute. Ma foi, ça m'a l'air pas mal. Et bien sûr, le drame. Le drame total. Le test ne passe pas. Est-ce que tu peux me dire des choses encore ou je peux passer? Non, c'est bon. Vas-y, tu peux y aller. Donc du coup, on
faire add items. Pour du coup des items qui est tableau d'items. À ce moment-là, on va faire for item of. Alors, il y a un const. Item of items. This const plus égal item. Il n'est pas content. Ah oui, bon, moi j'écris comme si j'étais en Swift. Ouais, c'est normal. Qu'il était pas content. J'avais pas tilté. Ok. Parfait. Le test passe. Maintenant, on refactor. On refactor. Alors, je me pose la question. J'ai pas l'impression qu'il fallait refactor pour moi. Alors, là, je en fait, vois pas de trucs par rapport à l'aspect qu'on a. J'ai l'impression que c'est assez... là, on est dans le code, donc en fait, on n'est pas par rapport à la spec, on est par rapport au code lui-même. Ah oui, Et en d'accord. fait, il y a un truc, c'est que ta ligne 18 et je pense 14 ou je sais pas quoi. Se ressemble, ouais. C'est pas avec 13, c'est pas qu'elles se ressemblent, c'est que t'as dupliqué en fait. T'as dupliqué une ligne de code. Et ça, tout le monde sait que la duplication, c'est le mal, quoi. Il mériterait 10 ans dans les geôles du comté. Oh là là, et même on coupe une main, comme ça tu réfléchis, après tu pas. Tu codes beaucoup moins vite après, tu réfléchis beaucoup plus et tout. Après, en vrai, j'y ai pensé. Et je vais te Ouais, dire oui, pourquoi je l'ai pas ouvert. Parce que je me suis dit, bon, je pourrais avoir un truc at cost ou machin. Mais est-ce que le fait de créer 3 lignes, pour rappeler une ligne, mais en créer 3 à côté. Bah, moi je te propose un truc. Vas-y. Pas forcément plus propre, mais plus simple au niveau du nombre de lignes. C'est dans ton add item, sans S, tu appelles add items en mettant l'objet qu'on t'a passé dans un tableau. Attends, en mettant l'objet qu'on t'a passé dans un tableau. Tu veux dire simplement changer. Non, à la ligne. Non. Ah oui, ou ça. Ouais, bah, c'est l'un ou l'autre. J'avais proposé l'autre, mais effectivement, ça revient au même. Après, ouais. Après, il y avait le for each aussi qui était assez visible, mais alors. Il manque un 10 parce que. Attention. Ouais. Où est-ce que je me suis cru? C'est en Swift encore. Ok, donc oui, là, en fait, oui. Et là, c'est pas mal, effectivement. J'avais pas pensé à cela, c'est encore mieux. Bon, bah, cool. Après, voilà, il y a la question, est-ce que tu veux garder le for? Moi, ça me dérange pas du tout. Moi non plus, j'aime bien. Je trouve que c'est très explicite. C'est ma façon préférée de faire des boucles en JS. Là, en l'occurrence, on est en train vraiment de faire une boucle, donc tant qu'à faire, autant effectivement, ouais, c'est très bien. Ok. Nice. Ok, bah, moi je te propose maintenant qu'on monte d'un cran la difficulté. Parce que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la structure que tu as donnée depuis le début, dans ce nouveau test, la structure du code n'a pas vraiment évolué. Tu as juste rajouté une fonction où tu pouvais passer un tableau, mais on a vu qu'on appelait l'ancienne, justement. Donc, en fait, la structure du code n'a pas évolué. Donc, on a validé notre hypothèse. Si on en restait à ajouter des items les uns après les autres et tout ça, notre boulot, il est terminé sur le carte. Mais là, on va se dire, je veux ajouter un item qui n'a pas un prix unitaire, mais qui a un prix au kilo, par exemple. Comme des pommes de terre. Ou autre chose, hein. Moi j'ai mis les pommes de terre parce que tout le monde aime les frites. Et donc, cet item, il aurait un prix au kilo et une quantité? Exactement. Okay. Du coup, tu es obligé d'avoir une quantité comparable avec des kilos, de préférence. Mais en tout cas, voilà. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. Ça c'est verbeux, mais c'est quand j'ajoute un item qui a un prix au kilo, eh bien
je retrouve dans mon coup la multiplication, mais j'ai l'impression que c'est très verbeux. Écris-le tel que ça devient. C'est Ok. toujours pareil. De toute façon, d'abord, tu écrit. Et quand tu es face à quelque chose, c'est là que tu peux réfléchir, en fait. C'est très difficile de réfléchir en amont, d'essayer de prévoir les choses, en fait. D'ailleurs, on n'y arrive jamais, sinon on ferait pas ni de politique, ni de météo, ni de tout ce que ce soit. Mais en fait, l'humain est pas prévu pour ça. Alors que par contre, être face à quelque chose et te dire « Ah, je peux l'améliorer », ça, c'est plus beaucoup facile. plus facile. C'est pour ça qu'aussi le TDD est très simple, et très sympa, je veux dire. C'est que du coup, tu es toujours en train de travailler sur quelque chose qui existe déjà, et tu le refactores. On peut améliorer. Non, mais en vrai, il faut se dire un truc, c'est qu'à un moment donné, bon, là, c'est un peu long à lire, effectivement. Par contre, on sait ce que tu fais. Il n'y a pas de questions à se poser. Voilà. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que dans 6 mois, quand ton test va planter dans une pipeline, dans une CI quelconque, et que tu sauras pas pourquoi. Si, en principe, tu n'auras qu'un seul test qui va planter, ou enfin, les tests qui vont planter, tu sauras exactement ce qui plante. Tu sauras exactement les cas métiers qui plantent, donc tu sauras exactement ce qu'il faut faire pour le résoudre. Donc tu vois, t'es en train aussi de te donner des billes pour plus tard, là. Donc c'est toujours intéressant. Il y a moyen d'écrire peut-être plus court ou plus voilà. Moi personnellement, dans le cadre de ce kata, je pense que ça vaut pas le coup et que autant rester comme ça, quoi. Et maintenant, vas-y. C'est là que la magie va opérer. Donc là maintenant j'aurais Alors bien sûr, comme tout à l'heure on l'avait fait, je pense que ça peut être intéressant. Écris d'abord écris ton test d'accord. jusqu'au bout. Écris d'abord ton test jusqu'au bout. Comme ça, tu sauras exactement ce dont tu as besoin pour dans ta classe. Mais oui, dans tous les cas, ça va être on va faire le même principe. Tu as tout à fait raison. C'est là où en fait, je vais extraire un petit peu des trucs. Alors, Tomato prend un E à la fin. Oh là là. Ouais. Moto. File super. Kilo. Mhm. Je peux le mettre comme ça en fait, je te fais comme ça s'écrit. Ah ouais, si, c'est très bien. Il a pas l'air de. Le tomato, il me le met comme une typo. Tu vois, tomato, underworld. Ah ouais, alors attends, c'est moi qui. Et comme il te le Il disait. le sans le E, le coquin. Mais j'ai déjà vu avec un E. Ah ouais, bah alors c'est juste quand c'est au pluriel, alors qu'il faut le. Comme il te le disait là, Oui, mais du coup je t'ai dit une erreur sur la. Exactement, mais c'est cool. Ouais, voilà, très bien. Et du coup, ici, j'aurais fait. Voilà. J'aurais fait mon test. Alors, moi je serais même un tout petit peu plus précis, c'est-à-dire que sur quantity, j'appellerais ça tomato quantity kilo, tu vois, ou un truc comme ça. Parce que. Ah oui, ça peut pas être 4 tomates, quoi, c'est ce que tu veux dire. C'est pas 4 tomates, c'est pas 400, c'est pas 3 grammes, c'est bien 3 kilos là, tu vois, on est sur quelque chose. Voilà, il y a. Yes. Et là, et là. Voilà, fin du monde. Du coup, je vais créer ma classe là-haut. Yes. C'est là où ça va se corser. Parce qu'à mon avis, je dois avoir un autre type d'item. Écris ta classe, écris, et comme toujours, écris et puis on en discute. En fait, en vrai, c'est parce qu'il y a plein de façons de faire, donc il n'y a pas une seule bonne solution.
Donc écris-le comme tu le sens, et puis on travaille à partir de ça, et... Ouais, on va voir. J'ai pas trop dit en fait. Et effectivement, là, mon interface peut progresser. Tomatoes. Tu l'appelais Tomato, la classe. Ouais, ok. Ouais, ça change. Parce que l'autre chose à laquelle je pensais, c'était item quantifiable, ou je sais pas comment on aurait pu appeler ça. Mais j'ai pas d'idée sur comment je pourrais faire en fait. Bah, t'as plein de solutions. Là, si on se dit on reste sur item, pour l'instant ta classe n'implémente pas item parce que tu n'as pas le price. Si tu rajoutes un price de cet item, en fait, tu vas faire le calcul. Enfin, si tu devais donner un price à cet item, okay. Ouais, tu vois. C'est-à-dire que ce sera Tomato de retourner un item par rapport à ce qui a été passé dans son constructeur, c'est ça? Voilà. Mais du coup, elle n'implémente pas items. C'est là où... Si... Ah si, elle implémente items si je fais un truc du genre 10 price est égal à quantity 3 unit price. C'est un peu barbare, mais... Ouais, mais c'est... Non, il est pas content. Parce que il faut déclarer price. Ah, il faut le déclarer? Yes. Price. Voilà. Et là, du coup, si tu sauvegardes, ton test marche. Parce qu'en fait, le comportement lui-même, tu l'as écrit dans la classe de test. Tu ne fais que tester ton test avec ton test, si je puis dire. Au niveau du panier, c'est totalement invisible. C'est pas forcément faux. Oui. Tu vois, c'est toujours pareil. Là, tu as lancé tes tests, on n'a rien codé dans la classe, il passe. Et ça passe. Ah, c'est le moment de se poser des questions. Effectivement, t'as rien besoin de modifier puisque tu passes bien un item qui a un prix, et c'est du coup à l'item de faire son calcul, de savoir est-ce qu'il a un prix par kilo, est-ce qu'il a un prix machin, tout ça. Et c'est pas forcément déconnant. Tu vois, là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est juste que peut-être on teste pas notre carte, donc peut-être que ce test-là, il a rien à faire là. Bah, soit il a rien à faire là, soit il peut montrer, parce que du coup, tes tests servent de documentation, et ils peuvent montrer qui va vouloir utiliser ton carte, comment utiliser ce truc-là, si jamais il a des items qui ont des prix complexes à calculer ou des machins comme ça. Bah, il saura qu'il a juste à implémenter item et que ça envoie un price et puis c'est fini, quoi. Ouais, bah, il saura que de toute façon le carte ne peut utiliser que cette interface-là et rien d'autre. Donc il va pas rajouter de la logique métier dedans, il va s'occuper d'ajouter cette logique de calcul dans ses items. Et en fait, ça permet d'avoir autant de scénarios possibles que tu veux. Il pourra même y avoir une classe intermédiaire pour tous ceux qui sont par quantité simple, par kilo, par gramme, par machin, et avoir des cas. Mais en fait, là, quelque part, j'ai envie de te dire, attends, on fait une pause un instant sur ce que j'étais en train de dire. Le cas suivant, le cas de test suivant, ça devrait être un truc du genre, on reprend les stylos. Par contre, on dit, si j'en ai... Alors, attends, que je prenne mon énoncé sous mes yeux, ce sera plus simple. Yes. Si j'achète 3 stylos, je paye 2 €. Alors qu'ils valent 75 centimes l'un, donc ça devrait faire 2,25 €, un truc comme ça. Je suis pas bon en calcul mental. Donc, comment tu implémenterais ce truc-là? C'est quand la quantité est de 3.
En fait, En vrai, ouais, vas-y. non, ce que je voulais dire, c'est que tu vois, du coup, si on reste sur ce qu'on a fait émerger là, au niveau du panier, il n'y a rien à faire. Parce qu'on va lui donner un item qui aura des quantités, qui aura un prix unitaire, etc. Et on va lui dire, tiens, je te file ces 3 stylos, ils valent 2 euros. Si tu en prends 4, bah, c'est 2 euros parce que j'applique la promo, plus le 4e, qui tout seul, donc il vaut 75 centimes en plus, etc. Mais au fait, pour le panier, ça change absolument rien. Puisque là, on a décidé, mais on peut revenir en arrière, hein, mais ce qu'on a décidé au niveau de notre implémentation, c'est que tout se joue dans l'item. Et Donc, ça veut dire qu'on aura un item qui finalement réduit package de stylos avec réduction, si je devais la nommer très explicitement. Tout à fait. On aura cette classe-là qui, elle, va faire ce compute-là, et c'est un item particulier parce que sur le site e-commerce, il a cliqué sur « Je prends la promo des 3 stylos ». Ça a compute cet item-là, et le cart, lui, il a juste fait que de le rajouter à son tableau d'item. Là, on l'a pas implémenté. Donc du coup, tu vois, si ton but c'est d'implémenter un panier, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Si ton but c'est de fournir une API complète pour qu'un autre développeur ou quoi puisse utiliser ton panier, bah peut-être c'est une notion qu'on est en train de se dire, des items qui se computent par unité, des items qui se computent par prix, des items qui se computent par avec des promotions dessus. Bah peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait fournir en plus, mais c'est plus le panier, c'est des implémentations ou des classes abstraites, disons, ou des surimplémentations d'items qu'on va fournir en même temps que l'API. Tu vois, et du coup, là on se dit, ben ouais, on a un panier, ce panier contient des items, qu'est-ce que c'est un item? Et on est en train de se dire, ben voilà, un item, il y a du comportement dedans, ça fait partie de mon domaine, et tu vas pouvoir proposer, ben là on a trouvé 3 types d'items. Donc en fait, on a des types d'items. Mais tu vois, ça émerge. C'est l'avantage du TDD, là, c'est que là, on est en train de se dire, ok, est-ce que ça me va? Est-ce que je suis content de fournir cette API? Ou est-ce que je veux que mon panier prenne en compte toute la complexité, toute la logique, et du coup, je lui passe des grilles il va falloir lui passer des stylos, en plus des grilles de quels sont les promos du moment pour qu'il aille matcher? Oui, non. Peut-être. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend juste du domaine qu'on est en train de modéliser, ça dépend juste de ce qu'on veut faire. Là, ça répond à nos tests, parce qu'on a décidé que nos tests représentaient ce qu'on devait faire. Si jamais c'est plus le cas, on change nos tests, on réécrit, c'est pas grave. Ok, donc c'est intéressant. J'aime beaucoup l'idée de ne pas avoir finalement d'ultra bonne réponse, et de décider au fur et à mesure qu'on délègue de l'intelligence à d'autres parties, qu'on simplifie une partie, à savoir le cart ici, on l'a voulu le rendre très simple. Et dire que les items ils peuvent être des bunches d'items ou peu importe, parce que tant qu'ils ont un price au final. Si tu veux, on peut passer sur. Alors, soit tu veux qu'on essaye de le coder, soit j'ai des trucs un peu approchants que j'ai fait sur la branche, et si tu veux, on peut aller voir le code et en discuter. Bah écoute, ça veut dire 1h15 qu'on est là. Je pense qu'on peut aller sur la branche et voilà, discuter. J'avais pas de notion de temps. Ouais, mais ça fait déjà 1h. J'avais pas cette notion-là. Après, je suis pas pressé honnêtement, mais. Non, mais bon, après, ça fait. Les gens qui puissent regarder, ouais, voilà, c'est exactement ça. Des longues vidéos. De toute façon, il y a ton appel. Moi, je suis pas obligé de garder la mienne. Je vais faire un coup de Bixstash. Oui, voilà. J'allais dire la perds pas quand même, forcément. Hop, et c'est sur OP Style. Ouais, tout à fait. Nice. Donc, on va enlever ça. On va peut-être dézoomer un petit peu. Désolé pour vos yeux, les copains, mais c'est pas plus simple. Ah! Donc, je vois. Ah, tu vois, il y a même du. J'ai laissé des commentaires et tout, j'étais allé un peu vite. Mais bon, ça montre l'idée. On a bien un cart qui prend un item. Et cet item, il a un prix. Il a un coût. Et tu vois, là, déjà, il y a deux choses. L'item, il a un price, et c'est ce price qui a un coût. Bon, tu vois, il y a un vocabulaire qui émerge, et bon, peu importe.
pourquoi j'ai fait ça? Parce que justement, on voit en dessous, on a un type item qui contient une quantité et un price. Et c'est ce price, moi c'est sur ce price que j'ai joué en disant j'ai des prix par unité. Et si tu scrolles un peu, on va voir, donc les prix par unité, c'est nos stylos de tout à l'heure. J'ai des prix par kilo. Et donc lui, il attend, et tu vois, il attend des grammes, et du coup, il fait la division, enfin voilà. Et et si tu descends encore un peu, j'ai le discount dont on vient de parler. Donc le prix avec Ah le oui, d'accord, donc c'est ton price par kilo, tu lui passes un constructeur en lui disant le prix par kilo, tu lui donnes le nombre de grammes que tu as de ton produit finalement, donc ça, voilà. quantité, mais entre guillemets, Ça. et voilà. Tu as un discount, count, donc new price. Donc, où je dis, c'est sur quoi c'est ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire que si j'ai tant d'items, eh ben, j'ai un prix qui s'applique, un autre prix qui s'applique. Donc, quand je crée mon price avec un discount, je dis, il y a un prix par défaut, et en même temps, il y a un discount qui est que quand il y a tant d'items de ce type-là, je vais vouloir appliquer ma réduction. Donc, tout le calcul est là. Mais si tu veux, chacune de ces classes-là, elle va avoir ses tests à elle. Donc le kart, il a ses tests à lui, et chacune de ses implémentations a ses tests. Du coup, c'est toujours pareil. Si jamais je m'aperçois qu'il y a un bug ou qu'il faut que je rajoute un élément ou n'importe, c'est facile, tu vois. Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, il y a un autre, il y a le dernier en dessous, il y a le dernier type de promo auquel j'avais pensé. Qui est quoi T'as un threshold, oui. Quand tu le prends, ce threshold, tout ce qui est au-dessus, c'est gratuit, quoi. Enfin, t'en as un, si t'en prends, par exemple, si t'en prends 2, t'en as un 3e gratuit. Okay. Mais si t'en prends 4, tu vois, t'en as 2, tu en payes 3 en fait, puisque du coup t'en as un gratuit. Mais si t'en prends 6, du coup t'as 2 fois la promo qui s'applique. Enfin voilà, donc si tu veux regarder les tests, ben tu verras un peu ces cas-là, pareil que ce qu'on vient de faire. Donc voilà, le panier. Un petit peu. Vas-y. For price control free, one threshold condition is reached, then apply it. Voilà, donc okay. on a une offer, on dit on a un threshold de 2, et du coup si j'en prends 3, je paye. Donc j'avais pas j'ai pas nommé mes variables comme tu avais fait, c'est pas forcément bien, j'avoue que je suis allé sur du one line. C'était pas mal. C'est sympa, hein. Mais voilà, mais de nommer les variables comme tu avais fait, ça apporte aussi de la lecture, donc c'est pas mal aussi. Ah bah c'est vrai, tu l'as fait là aussi. Voilà. Donc c'est ça, et quand en fait tu arrives à 4, bah, tu l'appliques une fois et c'est tout. Voilà. Quand tu arrives à 6, bah, tu l'appliques 2 fois. Donc c'est bien le nom du test. Quand j'ai assez d'items pour atteindre la limite, la condition limite, je l'applique, mais ce qui dépasse, j'applique le prix par unité. Sauf si je peux appliquer, c'est le dernier cas de test, plusieurs fois la promotion, auquel cas, voilà, là j'en prends 6, donc je dois en payer 4 des canettes sur les 6, puisque j'en ai 2 gratuites. Nice. C'est trop intéressant. Mais tu vois, tout ça, en fait, c'est ce qu'on a dit. Tu l'as énoncé, tu l'as vu arriver pendant que tu faisais tes tests, parce que ça émerge au fur et à mesure. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Hein. Vraiment, je suis parti du truc, j'ai fait un par un. Là, on voit le résultat final, qui est un résultat final parmi des possibilités infinies. Mais c'est des choses qui sont apparues au fur et à mesure. Et comme tu l'as dit, ah, mais en fait, c'est pas un item, c'est quelque chose qui a une quantité et un prix, et du coup, je vais multiplier les deux. Donc, tu vois, moi, j'ai fait émerger cette notion de price parce que je me disais, je veux séparer l'item qui a une quantité avec un prix qui, lui, s'applique sur la quantité. Et mon panier, il est juste là pour orchestrer le truc. Il reçoit un certain nombre d'items qui ont des prix et il déroule le truc, et à la fin il dit voilà, ça fait tant, et il fait la somme. Si tu vas voir le panier, il y a une petite complexité, je crois, à un endroit donné. C'est peut-être parce que je gère un arrondi. Tu vois, il y a cette question-là aussi. Est-ce que combien de chiffres après la virgule on veut, ou alors je sais plus si je l'ai fait sur le panier. Non, j'ai dû le faire sur le prix au kilo, parce que c'est sur celui-là qu'on a le problème, je pense. Effectivement. Le prix par kilo, voilà, tu vois, on vérifie bien. Le seul test que j'ai eu à faire, que je me suis dit qui était utile, c'était bien de vérifier cet arrondi. Ça coûte 1,99€ le kilo. Je prends 1 kilo 230. Il faut bien que j'ai un arrondi quelque part, quoi. Et la question qu'il faut toujours se poser, c'est est-ce que c'est comme ça qu'on aurait fait
si on n'avait pas fait en TDD, si on avait dû, tu vois, si on avait pris toute la spec d'un coup et qu'on s'était dit, bon, bah, je dois implémenter un panier qui a des items, on serait parti, tu vois, sur peut-être, comme tu l'as dit au début, un tableau avec des choses qui ont des prix, et puis le panier qui fait des calculs, et puis, tu vois, je pense qu'on n'aurait pas du tout la même implémentation, et que là, par contre, on a bien structuré, on a bien découpé les choses. Du fait d'écrire le test avant, notre code, il est testable. Et du fait qu'on a du code testable, forcément, si vous connaissez on est des devs qui ont guidé des talents pour dans faire tel ou tel domaine, des structures de données, n'hésitez pas à me le dire, des concepts qui vont bien. Creuser et peut-être les inviter. Exactement. Voilà. Franchement, en fait, ça coule de source. Plus j'en fais, plus je me dis que c'est cool. Est-ce que tu as peut-être envie d'ouvrir le sujet sur autre chose ou donner d'autres insights? On commence à Non, je arriver pense vers la qu'il y a fin. déjà beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses, ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu as des bouquins conseillés, des ressources, des vidéos, des trucs? En tout cas, s'il y en a, on mettra en description. Parce que Ouais, il y en voilà. a- Moi, je te donnerai des liens, on mettra en description. Il y a le livre, sur le TDD lui-même, il y a le livre de Ken Beck qui est TDD par la pratique, là, qui est bien. Après, moi, j'avais appris sur un autre qui montrait en plus, parce que là, on est resté vraiment au niveau des tests unitaires. Et en fait, le TDD, ça s'applique vraiment sur tout le projet. C'est-à-dire que si tu démarres un projet from scratch, tu as d'abord tes tests, on va dire système, et puis tu descends ou tu remontes, ça dépend. Il y a les deux écoles. Mais, mais voilà, mais du coup, voilà, j'en conseille rien. Après, il commence peut-être à être un peu daté maintenant. Les exemples en plus sont en Java, mais bon, ça donne un peu. Mais ouais. Ah là, il veut nous faire du mal, il veut. Non, je plaisante. Mais bon, Ah, voilà, bah, je donnerai ça. Et puis, effectivement, voilà, une vidéo aussi que j'aime bien sur le TDD. Ouais. cool. Écoute, je te remercie. Ben, merci à toi. Pour ce temps. Du coup, je vais mettre aussi tes réseaux sociaux et tout dans la description. Donc, n'hésitez pas sur LinkedIn, Twitter, si vous avez envie de prendre contact avec Lionel. Et est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, je pense qu'on a bien fait le C'est tour. cool. Yes. Bon, bah, je te souhaite du coup une bonne soirée. Il est déjà 20h pour nous. Hein. C'est un peu maintenant pour les devs, 20h, c'est pas ça? Bon, allez, ciao, ciao. Merci à toi et à très vite. Hey. Bon, c'était cool tout ça, je commence un peu à fatiguer. Plusieurs choses à vous dire. Premièrement, bah, si vous avez apprécié cette rencontre, n'hésitez pas à mettre un petit coup de pouce bleu et à vous abonner. Surtout que vous savez que Lionel va revenir l'année prochaine dans la saison 2 de Let Me Hack Better pour nous faire un cours sur Solid. Car oui, c'est la fin de la première saison. Aujourd'hui, c'était le dernier épisode de Let Me Hack Better. Je m'étais fixé comme objectif d'en faire 5 parmi les autres vidéos que j'ai sorties. Donc on se retrouvera à partir du mois de septembre. Est-ce que ce sera en septembre, en octobre, je sais pas. Je vais essayer de préparer ça. N'hésitez pas à me dire en tout cas les sujets que vous aimeriez voir l'année prochaine et peut-être aussi les personnes que vous aimeriez voir. Je vais vous souhaiter du coup de bonnes vacances, même si on va se retrouver en fait moi avec d'autres contenus sur la chaîne cet été. Et prenez soin de vous. Tchuss. Oui, j'ai changé de chaise. J'ai pris une chaise où en fait tu vois, hop, moi je fais tout l'inverse. Voilà. Donc j'ai pris une chaise où tu peux, tu vois, on peut faire comme ça. Ça va pas, hein? Comment ça bouge doucement, c'est flippant. Je vais défoncer la lumière derrière moi.